Donc je suis Mathieu Vermeulen, donc j'en connais pas mal ici, c'est assez rigolo, c'est toujours sympa de venir à l'Est, ça fait un moment que je suis pas venu mais on se croise à droite à gauche. Officiellement je suis responsable technologie de l'information à l'IMT Lille-Douai officieusement j'ai plein d'autres casquettes, je suis ingénieur pédagogique. Je suis docteur en informatique depuis peu et mon domaine de recherche c'est les jeux sérieux et les learning analytics. Ça c'est pour placer un peu le contexte. Et puis il y a quelques années on travaillait beaucoup sur l'innovation pédagogique à l'IMT Lille-Douai et dans ce cadre-là, avec un collègue qui était à l'IMT Lille-Douai, à l'époque mine Douai, il y a quelques années, on a conçu une méthode. On a voulu transformer les enseignements essentiellement parce qu'on s'ennuyait en cours. Voilà. Parce que nous, enseignants, on s'ennuyait en cours. Donc, de manière très égoïste, on s'est dit qu'il fallait qu'on change ça. Et puis en plus, on s'est dit qu'il fallait aussi que, si nous, on s'enseignait, il y avait de grandes chances que nos élèves s'ennuient aussi. Donc, quelque part, il fallait qu'on les implique et qu'on transforme l'enseignement de manière à ce que chacun trouve son compte et qu'on vienne en cours avec plaisir en se disant « on va s'amuser ». Je vais dire le mot quand même, mais on va surtout travailler de manière agréable ensemble pour accomplir un but commun. Moi, ça m'intéresse que vous soyez des groupes d'enseignants qui enseignent un peu les mêmes matières. J'ai vu les langues, j'ai vu la mécanique, etc. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire travailler sur un sujet que vous allez essayer de passer en mode agile. Donc, ce qui est intéressant, ça va être justement d'essayer de travailler sur ce qu'on va voir maintenant, sur les différents mots-clés que je vais vous donner et comment vous les comprenez et est-ce que vous arrivez simplement à réécrire une séquence de cours ou un cours en mode agile. D'accord ? Alors, j'ai entendu d'autres choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai entendu pédagogie par projet, j'ai entendu classe inversée, j'ai entendu jeux sérieux, j'ai entendu MOOC, j'ai entendu plein de choses comme ça. Vous allez voir que dans les Alpes, en fait, les Alpes, c'est pas une méthode. D'ailleurs, on ne dit pas méthode, hein, on dit approche. C'est un modèle de méthode. C'est-à-dire, en fait, une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher des éléments pour construire votre propre pédagogie. D'accord ? Alors, comment ça va se passer ? Bon, j'ai mis des temps indicatifs parce que ça dévie toujours, alors on va essayer de faire ça, mais c'est pour vous montrer un peu comment nous, on utilise aussi cette approche à différents niveaux à l'intérieur du cursus. Donc, dans un premier temps, je vais raconter ma vie, hein, voilà, je vais vous parler, je vais essayer de transmettre la bonne parole, des choses comme ça, vous en prendrez ce que vous avez à prendre. Évidemment, c'est une discussion, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions. Ensuite, on va procéder à une phase d'encordement, c'est-à-dire que vous allez co-concevoir ensemble, vous allez vous mettre par groupe, alors je pense que 4, ça serait bien, mais on peut faire des groupes plus importants, on verra. Vous allez travailler ensemble sur un sujet donné que vous allez définir ensemble et que vous allez décomposer. Vous allez voir pourquoi je cite ce mot-là, selon les approches agiles et que vous allez essayer de construire. Et puis, vous allez passer votre projet à un autre groupe. Et cet autre groupe, lui, va essayer de comprendre ce que vous avez voulu faire. Et il va essayer justement de dire, oui, moi je comprends bien, j'aurais peut-être ajouté quelque chose là, etc. etc. OK ? Et puis, il y aura une phase où on va faire ce qu'on appelle du débriefing. Alors, je ne sais pas si, je pense que vous êtes tous plus ou moins des pédagogues, mais le débriefing, c'est la phase essentielle de toute méthode pédagogique. C'est celle qui permet aux étudiants, et donc aux enseignants quand ils sont en formation, de comprendre ce qu'on a fait et de, alors moi j'aime pas le mot, mais on dit conscientiser les compétences qu'on a pu voir pendant l'après-midi. Et à la fin, on fera quelques étirements parce qu'on sera un petit peu rouillé. Alors, je vais donc vous décrire un petit peu comment tout ça s'est venu. D'abord, vous avez vu, il y a un truc qui est assez important dans cette méthode, c'est qu'on utilise fortement la métaphore de la montagne. Je reviendrai dessus, mais ce n'est pas innocent. D'abord parce que j'adore la montagne, et deuxièmement parce que les mots qui sont derrière la pratique de la randonnée ou de l'alpinisme sont extrêmement liés à la méthode. Et il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à ce niveau-là. Alors, quand Yannick est arrivé en 2013, on lui a demandé de faire le cours de système de gestion de bases de données à l'école, à mine Douai à l'époque, et c'était une vraie catastrophe pour lui. Ça consistait essentiellement à donner aux élèves un TP, vous savez, une suite de questions. Et puis, il tapait, j'étais par binôme, parce qu'on n'avait pas assez d'ordinateurs pour un étudiant, il faut être honnête. Hein. Et puis, à chaque fois, ce qu'il voyait, c'était un étudiant qui faisait une question, il tapotait des choses, il vérifiait que ça marche, et puis il passait à la suivante, puis il passait à la suivante,
passait à la suivante. Pendant ce temps, l'autre, bah, il s'ennuyait un peu, il ne savait pas comment on travaillait en binôme de toute façon, donc et voilà, des fois ils échangeaient mais c'était très rare. Bon bref, ça n'allait pas du tout. Il y avait quelque chose qui frustrait à la fois l'enseignant, puisque lui il avait l'impression d'être là et de jouer aux pompiers en fait, hein, puisque vous courez à droite à gauche parce que finalement beaucoup ne savent pas faire, et puis pour les étudiants, bah, c'était finalement très procédurier, c'est-à-dire vraiment une séquence de choses à faire qui ne convenait pas du tout. C'est peut-être propre à la matière, mais en tout cas, lui, ça ne lui allait pas. Yannick vient il est multicompétence, il a à la fois un bac+5 en management et puis un doctorat en informatique, donc il a une connaissance de méthodes qui s'appellent les méthodes agiles. Il y en a plusieurs, elles sont utilisées dans l'entreprise. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, enfin en tout cas, je vais donner une définition selon moi. Et ces méthodes, elles avaient l'avantage justement de remettre les humains au centre des processus, c'est-à-dire de favoriser en fait l'échange pour que chacun puisse apprendre l'un de l'autre. Et ça, pour lui, il y avait tout de suite un rapport à faire avec l'enseignement et il a tout de suite trouvé que ça pouvait être intéressant. Et puis, au détour d'une machine à café, comme souvent chez nous, il m'en a parlé, on a discuté, on a commencé à réfléchir, on a travaillé sur une méthode qu'on a mise en place en 2014, un peu à l'insu de la direction, je ne devrais pas le dire, mais enfin bon, c'était comme ça. Et puis, ça a super bien marché. Il a convaincu ses collègues, on a continué, on a amélioré, et depuis, on utilise cette approche dans plusieurs cours à l'école. La première expérimentation, c'était donc en 2014. En 2015, on a commencé à faire des retours d'expérience parce qu'on voulait voir ce que les spécialistes de la pédagogie pensaient de notre bazar. Voilà, donc on a écrit des articles dans des colloques de pédagogie, comme QPES, question de pédagogie pour enseignement supérieur, ou d'autres colloques en informatique, comme InforCid ou autres, qui étaient des colloques où on pouvait parler pédagogie, ou en tout cas didactique de l'informatique, et puis on en parlait avec eux. Et il se trouve que les retours ont été assez bons, d'autant plus qu'on avait commencé une démarche qui était de diffuser notre méthode. Donc on a commencé à aller voir les collègues dans les écoles, on a été à Brest, on a été à Albi, on a été à Saint-Étienne, et puis on a commencé à parler avec eux et on leur a montré ce qu'on faisait, en particulier en système de gestion de base de données. Et puis l'idée, ça a été de faire un essaimage, c'est-à-dire d'aller plus loin, de se dire, bah oui, mais si ça marche dans cette matière-là, est-ce qu'on peut aller dans d'autres matières? Est-ce qu'on peut regarder si ça fonctionne avec d'autres thématiques? Est-ce que finalement, l'approche, elle n'est pas complètement... Elle ne peut pas se concevoir indépendamment de la matière qu'on enseigne. Et il se trouve que ça a plutôt bien marché, encore une fois. Et donc, on est rentré dans une démarche de formalisation. Et puis là, moi, j'étais en pleine thèse, donc je traitais un autre truc, donc du coup, je n'avais pas le temps. Mais on a commencé quand même à faire une démarche de formalisation. On a structuré l'approche. Et aujourd'hui, on en est à une phase où on a déposé des projets de recherche et on rentre dans une démarche beaucoup plus recherche autour de la méthode pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit généraliser, qu'est-ce qu'on peut construire autour de tout ça. Et aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Apache, dont je parlerai un peu plus loin, qui est la suite des Alpes et qui vise vraiment à transformer l'enseignement. Donc, comme je l'ai dit, au départ, un enseignant et puis un groupe d'enseignants. Alors, vous allez voir que souvent, je vais revenir sur le groupe d'enseignants et c'est pour ça que ça m'intéresse que vous soyez un petit peu... vous travaillez ensemble parce que c'est vraiment une des conditions de réussite de la transformation avec les approches agiles. Donc, le constat, j'en ai parlé. On avait un contexte qui était particulier, qui était celui de l'école d'ingénieurs et plus largement celui de l'IMT, avec une idée qu'on pouvait transformer notre enseignement parce qu'on avait une liberté. Dans nos TD, c'était, en fait, on a pu faire ce qu'on voulait. Et véritablement impliquer nos élèves aussi. On leur a fait comprendre pourquoi on faisait ça, et ils sont venus avec nous, ils ont travaillé avec nous, et ils ont plutôt apprécié la démarche. Et puis surtout, on avait un ensemble de valeurs et d'objectifs. Et les valeurs de Yannick, elles sont très importantes, c'est un peu les miennes aussi. C'est que ce qu'on veut, c'est pas former des gens pour qu'ils aient un diplôme, c'est former des gens pour qu'ils aient des compétences. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est excessivement difficile de sortir de sa thématique, de sortir du confort de l'enseignement, consiste à dire j'ai des objectifs. Alors je ne peux pas parler vraiment d'objectifs pédagogiques parce qu'en fait c'est une fiche que j'ai envoyée à la direction des études, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais enfin oui, je sais qu'ils doivent apprendre le théorème de machin et puis qu'ils doivent faire des choses, etc. Et très vite on rentre dans une routine qui est celle de j'ai mon programme de cours et est-ce que mes élèves ils savent vraiment mobiliser leurs connaissances? Est-ce qu'ils savent vraiment réaliser quelque chose? Est-ce que si je les mets dans un contexte professionnel, ils vont s'en sortir? Est-ce que quand je vais leur parler de débit, de flux, ils vont penser à Navier-Stokes? Est-ce que quand... ça, c'est une référence pour toi.
Est-ce que quand je leur donne du vocabulaire ou des tournures de phrases en anglais, est-ce que véritablement, si je les mets dans une situation professionnelle, ils vont savoir me ressortir ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils vont savoir vraiment parler anglais? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils savent faire un document en anglais, par exemple? Et puis, pas n'importe quel document. Est-ce qu'ils savent faire, je ne sais pas moi, un rapport d'expertise en anglais? Est-ce qu'ils savent faire un rapport d'expertise en anglais? Ils savent parler anglais, mais est-ce que finalement, ils vont aller savoir chercher l'information, etc., etc. Ces questions-là, Jannick et moi, on se les a vraiment posées en se demandant si, quand on faisait notre TD de gestion de base de données, ben, finalement, ils allaient savoir écrire une base de données et savoir l'appeler, et savoir faire des requêtes. Tout ça, ce n'était pas forcément évident. Et autrement que par des évaluations ou des choses, il fallait presque qu'on soit derrière eux pour regarder ce qu'ils font, pour comprendre que ça marche, quoi. Donc on s'est tourné vers la pédagogie par projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est que dans les Alpes, vous allez passer en mode projet. Vous allez concevoir votre cours autour d'un objectif qui est de livrer quelque chose. Vous allez livrer un objet ou un rapport ou quelque chose. En tout cas, l'élève va produire quelque chose qu'il va donner à ses enseignants ou à un client. Ça, c'est encore mieux. Les valeurs, c'est aussi les valeurs autour de l'humain. Nous, ce qui nous a surpris quand on est arrivé, enfin quand lui est arrivé en 2013, c'était, il venait de l'université. Alors peut-être qu'il avait un cadre particulier, mais il a trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de cohésion entre les enseignants. Il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau des enseignants. Ils enseignaient la même matière, mais voilà, ils se réunissaient une fois au début de l'année, ils se mettaient d'accord sur ce qu'ils allaient enseigner, et puis voilà, puis après ils ne se voyaient plus vraiment. Bon. Et les élèves disaient, mais oui, c'est compliqué, tel enseignant fait ça, lui, il n'a pas été au bout de son TD, là, on n'a pas compris ce qu'il a dit parce qu'il l'a expliqué d'une certaine manière. Et cette cohésion, en fait, c'était un manque de communication. Alors souvent, parce qu'on n'a pas le temps, parce que vous savez très bien, pour ceux qui sont enseignants-chercheurs, ben maintenant, vous êtes enseignant-chercheur, donc vous êtes enseignant, chercheur, commercial, secrétaire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Forcément, c'est difficile. Donc communiquer, il faut essayer d'améliorer cette communication. Et puis l'autre point qui était important pour nous, c'était de dire nos élèves, on les considère comme des élèves. Lui, il vient de la fac. Là-bas, on ne considère pas les élèves comme des élèves, on les considère comme des étudiants. Et je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a quand on dit, ici, dans des écoles, ce sont des élèves. Quelque part, on les laisse à leur place de lycéens, presque, ou de préparationnaires, de jeunes prépas, et on leur dit, vous êtes des élèves. Vous restez des élèves jusqu'à ce que tout d'un coup, vous deveniez ingénieurs. Je ne vous dis pas ça fait un gap quand même. Hein. Donc pour Jannick, qui venait de la fac, lui, ça lui a paru surprenant. Et il s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler justement sur plus de communication entre ces élèves, que nous, on va dorénavant, on va appeler étudiants, et puis, ou des apprenants à la limite, parce que ça ne peut pas forcément des étudiants d'ailleurs, et puis ces enseignants qui en fait sont sur leur piédestal, et puis peut-être qu'il faudrait qu'ils descendent, que les élèves remontent, bref, qu'on soit tous à peu près au même niveau, et qu'on soit capable de se parler, parce que finalement, on a peut-être tous des choses à apprendre les uns des autres. Donc ça, c'est très important dans les Alpes, cette idée de communication, cette idée que les individus sont ensemble, qu'ils ont un projet à réaliser, et que le but, c'est qu'on le réalise tous ensemble pour livrer quelque chose. Alors, les approches agiles, c'est quoi ? Je vais aller assez vite au début. Les approches agiles, c'est l'histoire d'une bande de copains ou de gens qui se connaissent, qui sont des grands programmeurs informatiques et qui, à un moment donné, se sont rendus compte qu'il y avait un gros défaut dans les entreprises informatiques, c'est qu'elles partaient en général sur la base d'un cahier des charges. Vous voyez bien tout ce que c'est qu'un cahier des charges. Sauf que quand on prenait le cahier des charges, qui était donc négocié avec le client, on négociait un cahier des charges, on construisait l'outil qui était dans le cahier des charges, et puis quand on le livrait, il était totalement obsolète. Je ne vous imaginez pas à quel point ça a été difficile pour les entreprises informatiques quand elles construisaient un cahier des charges en 1994 pour livrer en 1996, sachant qu'en 1995, c'est le boom d'Internet. En 1994, ils n'ont pas pensé à mettre Internet, par exemple. Pour information, je connais une histoire rigolote dans l'IMT où on a inventé un rapport sur l'élève de l'an 2000 en 1993 dans lequel on n'a absolument pas intégré la dimension Internet. Forcément, l'ingénieur 2000, il ne ressemblait pas à ce qu'on avait planifié en 1993. C'est un peu la même idée. On ne peut pas inventer les choses. Il faut être capable, au contraire, d'évoluer. Donc l'idée des gens qui se sont réunis, c'était de dire il faut qu'on arrive à mettre
à faire quelque chose de plus agile. Donc le mot agile vient de là, c'est-à-dire quelque chose où on va s'adapter au fur et à mesure aux besoins du client. Et cette adaptation au fur et à mesure, elle vient essentiellement grâce à la communication. C'est pour ça qu'un des éléments essentiels du manifeste agile, c'est replacer l'humain au centre des projets. La communication entre les gens, pour que le client puisse remonter ses besoins en juste temps et que les personnes qui produisent soient capables de s'adapter. S'ils sont dans quelque chose de trop structuré, trop on va dire, hiérarchique presque, ça va être parfois compliqué de s'adapter. Et puis, il y a eu des expérimentations pour adapter tous ces éléments-là à la pédagogie. Ça, j'y reviendrai. Je vous ai fait un petit dessin pour expliquer un peu ce que c'est que ces approches agiles. Donc, l'origine, c'est donc 17 signataires des manifestes agiles. Je ne sais plus, mais il y a des informaticiens, mais je crois qu'il y a un certain Sutherland dans les signataires, qui est un grand informaticien. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui a construit Unix ou Linux, enfin un truc dans le genre. C'est un manifeste qui a décrit un certain nombre, qui a permis la création d'un certain nombre de méthodes, des méthodes qui sont aujourd'hui utilisées essentiellement dans les entreprises informatiques, mais pas que. Donc ceux qui l'utilisent le plus aujourd'hui, c'est Google, Apple, Spotify, AXA, etc. Mais il y en a une qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est Gore-Tex. Gore-Tex, vous connaissez, vous voyez les tissus imperméables. Gore-Tex, c'est une société qui a tellement été loin dans l'approche agile qu'aujourd'hui, dans Gore-Tex, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un patron, mais en fait, il est au même niveau que tout le monde. Et puis, chaque personne de l'entreprise à Gore-Tex a un rôle particulier dans l'entreprise, souvent dédoublé, au cas où il y a un problème. Et toutes ces personnes-là travaillent collectivement à la réussite de l'entreprise. Donc, ils ont poussé les approches agiles, on va dire, très loin, en favorisant justement la communication à son maximum. Et chaque personne, même les personnes qui sont, entre guillemets, tout en bas de l'échelle, ce qui est déjà quelque chose qu'on ne devrait pas dire, dans l'entreprise, elles ont tout un rôle très important. Par exemple, il peut y avoir une femme de ménage qui va être responsable de la sécurité dans l'entreprise. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Donc, c'est des choses comme ça qu'ils mettent en place. Et le but, c'est justement de responsabiliser chaque personne dans l'entreprise pour pouvoir s'adapter en juste temps à toutes les transformations qu'il peut avoir dans l'entreprise. Vous pouvez aller voir Gore-Tex. Et donc, c'est évidemment un changement culturel assez important. Il y a des entreprises qui ont plus de mal à changer, et il y a des secteurs où c'est très compliqué de mettre en place ces approches agiles. Les approches agiles, ça privilégie les individus. Ça, c'est très important. Ça privilégie les interactions, je l'ai déjà dit. Ça privilégie aussi un livrable opérationnel. Alors ça a l'air de rien, mais c'est l'idée que quand vous allez livrer votre projet, le livrable, est tout de suite utilisable par le client. Si vous avez comme projet de faire un vélo, il ne manquera pas une roue. Par contre, potentiellement, il manquera peut-être des phares. Mais ce n'est pas grave. Si le but de l'utilisateur, c'est de faire du vélo, il peut faire du vélo. D'accord ? Après, on peut améliorer les choses. Le but aussi, c'est de collaborer au maximum avec les clients. Et là encore, il va falloir trouver le bon moyen de collaborer, puisque ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que le client soit dans le projet à part entière. Il faut qu'il soit en communication pour pouvoir faire évoluer le livrable au fur et à mesure. Et le plus important, il faut que ça privilégie l'adaptation au changement. Et l'adaptation au changement, je vais vous en donner un tout bête, c'est ce qui arrive classiquement en entreprise. Vous intégrez une équipe en plein milieu d'un projet. Et ce projet, s'il est déjà structuré, c'est très compliqué de rentrer dans le projet. S'il est en mode agile, on va vous trouver une place et on va vous permettre de commencer quelque chose qui va contribuer à la réussite du projet final. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez utile. Et si vous allez dans les entreprises informatiques ici en France, comme Capgemini et autres, vous allez rencontrer beaucoup d'entreprises qui sont déjà en mode agile depuis quelques années. Les principes des approches agiles, c'est l'adaptation permanente. Et c'est surtout un mot qui va revenir souvent, c'est l'itératif. On va améliorer en mettant en place des cycles itératifs les uns derrière les autres, et on va faire en sorte qu'au fur et à mesure, le client remonte un besoin, le besoin soit intégré dans un cycle, et le cycle fait en sorte que ce besoin soit satisfait. Et au fur et à mesure, on va continuer à améliorer. Vous avez un exemple d'outil qui a été conçu en mode agile, c'est l'iPhone. Quand vous avez l'iPhone première version qui arrive, il est tellement mauvais que
voilà, tout le monde dit « c'est quoi ce truc, ça marche pas bien ». Sauf que juste après, ils en sortent un autre, puis juste après, ils en sortent un autre, puis juste après, ils en sortent un autre. Vous vous dites non, c'est du marketing. Non, ce n'est pas du marketing. C'est de l'adaptation en continu aux besoins du client. Et en plus, ça rapporte des sous. Ça, c'est plutôt pas mal. L'approche agile est centrée utilisateur. Centré utilisateur, ça veut dire que ce n'est pas l'entreprise, le client, ce n'est pas l'entreprise qui vous demande des choses, c'est la personne qui va utiliser votre produit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va véritablement s'intéresser à ce que fait l'utilisateur. Si vous construisez un logiciel pour aller en banque, vous allez vous intéresser à la personne qui va l'utiliser en banque, pas l'entreprise, je ne sais pas, Banque Populaire qui vous a commandé le logiciel. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Donc, en principe, l'approche agile est centrée utilisateur. Dans les faits, souvent, elle est plutôt centrée client, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va décomposer le projet. Ce projet, il va être décomposé en user story, histoire utilisateur. C'est-à-dire, encore une fois, on va décomposer notre projet par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et on va décomposer chaque besoin utilisateur dans le projet. D'accord ? Je reviendrai beaucoup sur cette idée de user story. On va privilégier la simplicité, c'est-à-dire que si le besoin, c'est de faire ça, on ne va pas aller inventer des choses tout autour pour complexifier le développement. On va toujours rester sur quelque chose de simple. Et le pragmatisme. Et alors, c'est utilisé en quoi? Essentiellement, bien sûr, en gestion de projet. Dans le développement logiciel, on l'utilise un petit peu en éducation. Et surtout, on l'utilise beaucoup pour faire de la politique de changement dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour justement permettre à une structure d'évoluer de manière itérative jusqu'à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Est-ce que vous avez des questions? Oh, qu'est-ce que vous êtes sage. Il ne faut pas hésiter, je vous rappelle, interaction, interaction. Hein. Sinon, c'est plus dur. Alors, toutes ces idées-là, on a voulu les reprendre. Ce qui nous plaisait bien avec Yannick, c'était de dire, bah oui, ben, moi, quand je suis enseignant, en fait, je parle à mes élèves. Ce que j'aimerais bien, c'est que mes élèves me parlent. Vous voyez. Au final, je suis enseignant, mais mon but, c'est qu'ils aient des compétences. Alors, ce que je peux me dire, c'est peut-être qu'en fait, j'ai peut-être intérêt à les considérer comme des utilisateurs, mes élèves, et de me dire, bah, ils ont des besoins. Ces besoins, c'est qu'à la fin, ils soient opérationnels, comme ingénieurs. Donc, il y a déjà cette idée-là. Je peux me positionner, moi, en mode agile par rapport à mes utilisateurs finaux, qui sont les étudiants. D'accord ? Après, ça, c'est quelque chose qui se met en place. On réfléchit là-dessus. Mais le plus important, c'était surtout qu'eux, ils soient capables d'intégrer ces nouvelles compétences qui sont les approches agiles. Et donc, l'idée de Yannick, c'était de dire, bah voilà, moi, je fais un cours de système de gestion de base de données, mais ce que je voudrais, c'est qu'ils sachent le faire en mode agile, à la fois pour comprendre les compétences qui sont derrière, donc comprendre la gestion de projet agile, mais aussi que ça transforme l'enseignement. Donc, vous voyez, il y a deux idées. Il y a l'idée de compétences thématiques et il y a l'idée de compétences transversales. Compétences thématiques, gestion de base de données, compétences transversales, les approches agiles. Donc cette idée-là de réunir ces deux aspects-là est intéressante, d'autant plus que ça va me permettre de transformer l'enseignement. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, les 4 mots-clés, c'est la pédagogie par projet. Ça, on en a entendu parler à droite à gauche. Je pense que vous voyez ce que c'est, à peu près. Alors, il y a des matières où on le fait moins. On le fait moins parce qu'on considère qu'un projet, ça va être un projet technique, par exemple. Non, absolument pas. Dans les approches agiles, dans les Alpes, on a eu un enseignant, c'est un enseignant suisse qui s'appelle Kim Vokat, qui avait des élèves en difficulté qui étaient sortis du système scolaire et qui a utilisé les Alpes avec des cours de français et des cours de mathématiques. Le cours de français, le projet qu'il avait, c'était, voilà, je suis une entreprise, vous allez devoir me livrer votre CV. Et donc, le projet, c'est faire un CV. Et un CV, ça se compose de plusieurs éléments qui sont presque indépendants les uns des autres. Je reviendrai sur cette idée. Donc, on peut dire que le projet, c'est de réaliser son CV. Et je dois le livrer. D'accord ? Donc, on peut toujours, quelle que soit la matière, considérer un projet qui est un livrable. Il suffit de bien spécifier quel est le client, en l'occurrence, et puis de passer en mode projet. Ensuite, c'est une démarche socio-constructiviste. Ah, ça me fait mal de mettre des mots pareils.
Socio-constructiviste, ça veut dire social et constructiviste. Donc social, oui, ils vont construire ensemble, ils vont co-construire, d'accord? Et constructiviste, ça veut dire qu'ils vont construire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire que quand on est dans une démarche comme ça, le but c'est qu'ils construisent leur savoir, qu'ils construisent leurs compétences, finalement qu'ils soient capables ensemble de construire leur avenir. Attention, gros mots pompeux, tout ça. Mais vous voyez l'idée, on va les mettre ensemble et le but c'est qu'ils travaillent ensemble. Ce qui n'était pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de faire par rapport à notre public qui vient de prépa, qui a fait des concours où il faut être le premier, etc. Rappelez-vous. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'ils intègrent vraiment. On se mettait en mode classe inversée. Donc classe inversée, je l'ai entendu. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, ma plus-value, c'est pas de leur distribuer du savoir. Parce que ça, il y a plein de choses qui le font mieux que moi. OK ? Plein. Mais beaucoup trop. Et moi, mon but, c'est de dire, attendez, il y a du savoir, mais regardez, celui-là, il est peut-être plus intéressant que les autres. Et après, moi, ce que je peux vous apporter, c'est mon expertise. C'est-à-dire le fait que je sais ce que vous avez besoin. Je connais vos besoins, je suis capable de discuter avec vous. Et même si je ne les connais pas très bien, on va les construire ensemble. D'accord ? Donc là, encore une fois, on va se mettre en mode classe inversée en disant, le savoir, vous allez aller le chercher, je vous donne du temps pour travailler, mais moi, je vais vous apporter de la méthode. OK ? Je vais transformer ce savoir en compétence avec vous. Et puis, on va leur apprendre à travailler en binôme. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas fréquent, ça. D'habitude, ou en groupe. Alors ici, j'ai mis pair programming, parce que quand on était uniquement sur l'informatique, c'est quelque chose qui s'apprend. Travailler à deux, c'est excessivement difficile. À quel moment on leur a appris à travailler à deux dans une école? En prépa, j'oublie. Alors peut-être, ils ont appris à travailler à deux, ils révisaient ensemble, ils préparaient leur colle. Ouais, mais en fait, non. Travailler à deux, c'est pas évident. Travailler en groupe, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est compliqué. Il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à donner ses idées, il faut oser donner ses idées, il faut être capable de critiquer sans forcément être désagréable, ce qui n'est pas toujours facile à leur niveau. Je suis un peu méchant, mais ça arrive fréquemment qu'il y ait des engueulades dans mes cours, ça arrive, et il faut essayer de gérer ça. Il va falloir que je leur explique aussi que quand on travaille sur un ordinateur, le pair programming, c'est il y en a un qui tape et qui code, mais l'autre, il n'est pas en train de buller à côté, non, il est en train de lire le code. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Quand vous écrivez un texte et que vous avez quelqu'un qui lit par-dessus, vous n'avez jamais remarqué, mais celui qui est à côté, il dit « Ah non, là, tu as tapé ça, regarde, tu t'es trompé. » Vous l'avez déjà vu, ça. C'est ça, le pair programming. C'est être capable d'analyser ce qui se passe en temps réel pour pouvoir dire « Tiens, attends, là, peut-être que là, tu t'es trompé. Est-ce que ça, on ne pourrait pas l'écrire autrement? Et ça, t'en penses quoi ?» C'est être critique. Positif, mais critique. Donc, cette idée de pair programming, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on veut que les élèves soient capables de faire. Il faut qu'ils soient capables de travailler à deux cerveaux, ou à trois, ou à quatre, etc. Est-ce que c'est des notions que vous avez déjà vues? Donc, classe inversée, j'ai vu. Pédagogie par projet. Bon, socioconstructivisme, vous avez compris, c'est un mot pompeux pour dire des choses qu'on connaît tous. Et pair programming, vous avez déjà posé la question, ça, par rapport au binôme? Ouais. En plus, on parlait de binôme, mais il y a binôme et puis il y a plus que deux, quoi. Ouais, c'est pas pareil encore. Mais à chaque fois, c'est un degré. C'est-à-dire que à 2, c'est compliqué. À 3, c'est encore un autre problème. En plus, vous savez bien qu'à 3, si vous avez des enfants, vous voyez de quoi je parle. Il y en a toujours un qui se retrouve sur la touche. Puis après, à 4, c'est encore autre chose. Les grands groupes, 6, 7, 8, les passagers clandestins. Enfin voilà, tout ça, ça se gère. Et il faut qu'on apprenne à gérer. D'accord? Donc cette idée-là, elle est importante parce que dans les Alpes, on va travailler en groupe. Que ce soit en binôme, que ce soit en trinôme, en quadrinôme, tout ce que vous voulez. Vous pouvez sortir tous les éléments possibles. Jusqu'à maintenant, on a travaillé maximum jusqu'à 8. Mais cette idée de projet est très importante. Quand ils seront en entreprise, encore une fois, ils ne vont pas être seuls. Jamais. Ou alors, ils sont géologues dans le désert du Sahara. Ça peut arriver. Et encore, ils ne seront pas seuls, ils auront toujours des trucs à envoyer à droite à gauche pour expliquer. Donc de toute façon, ils vont travailler avec des gens. Et il faut qu'ils sachent le faire. Rentrons dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas, je fais une pause après. Vous avez vu, je fais 40 minutes. Alors, je vous expliquerai pourquoi je fais des tranches de 40 minutes max. Ça va vous intéresser. Ah bah c'est là que j'en parle justement. Dans les Alpes, on travaille en tranches qu'on appelle des time box. Il existe une technique qui s'appelle Pomodoro. Vous connaissez peut-être.
Ça vient de là. Et en fait, c'est des travaux d'un cogniticien qui a établi, de manière assez bien foutue, qu'en fait, votre cerveau, le cerveau de tout le monde, d'accord, élève, enseignant, n'importe qui, au bout de 40 minutes, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une chute d'activité. Vous chutez. Alors, ces 40 minutes ne sont pas établies, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours 40 minutes, mais au maximum, au bout de 40 minutes, ça chute. Vous avez une perte d'attention qui peut être très courte, mais plus cette période est longue, plus la chute d'attention est longue. Donc en gros, si je vous dis je fais un cours de 2 heures, au bout de 40 minutes, vos élèves y chutent. Et ils reprennent tout doucement au bout de 20 minutes. Ils recommencent 40 minutes, ils rechutent. D'accord? Et puis les paliers d'attention sont de plus en plus bas. Donc en fait, de manière simple, un cerveau, au bout de 40 minutes, à plein régime, hein, c'est-à-dire que pendant 40 minutes, vous bossez, hein, au bout de 40 minutes, il ne peut pas, il faut qu'il fasse une pause. C'est obligatoire. Sinon, vous n'intégrez pas les connaissances. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut absolument faire une pause. Okay? Et c'est pour ça que des fois, vous avez vos élèves, tout d'un coup, ils se mettent à faire autre chose. Parce qu'en fait, inconsciemment, ils pensent à autre chose. Ce que dit le cogniticien dont j'ai oublié le nom, c'est que en fait, quand vous faites des tranches plus petites, quand vous planifiez une série de travail de, je ne sais pas, 40 minutes, en fait, inconsciemment, le cerveau humain, je ne peux pas vous expliquer parce que je ne suis pas un spécialiste, mais va avoir tendance à dire je vais être à fond là pendant 30 minutes. Puis au bout de 30 minutes, je vais chuter. Mais comme la période de concentration ne dure que 40 minutes, il remonte assez vite. Et on a estimé que la période optimale de travail, c'était entre 20 et 40 minutes. Donc, il faut faire des tranches horaires de 20 à 40 minutes de travail. Quand vous travaillez sur un article de recherche, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se dire, je vais travailler 40 minutes à fond, et puis je vais faire une petite pause. Une petite pause, ça peut être simple, hein. Je vais me faire un thé, je vais faire un café, je respire un coup à la fenêtre. Ça ne dure pas longtemps, ça peut durer 2-3 minutes, et je reviens. Et à ce moment-là, magie, le cerveau a eu le temps de faire sa pause, il est capable de reprendre son travail. Alors vous me direz, mais non, c'est pas vrai, moi je suis capable de faire 6 heures non-stop, jusqu'à 4 heures du matin, j'ai l'habitude. Eh bien pas du tout, vous avez peut-être l'habitude, mais quoi qu'il arrive, un cerveau humain, il a besoin de pause, parce que sinon, il est en sur-régime. Et c'est pas possible. Alors ça se manifeste de différentes manières, il y en a chez qui ça se manifeste très peu, et d'autres au contraire très fort. Ces timebox, on les a implémentés. Alors on les a implémentés aussi parce qu'on en avait un peu ras-le-bol de voir nos élèves sur Facebook. On en avait marre d'avoir nos élèves sur leurs textos. On avait marre d'avoir nos élèves qui faisaient tout à fait autre chose que ce qu'on leur demandait. Dans les approches Alpes, on se met en mode projet, on est en mode entreprise. Le but du jeu, c'est de livrer le livrable. Donc on livre. Donc on travaille. Si on fait autre chose, on est viré. Donc Jady qui était un peu extrémiste là-dessus, il avait tendance à virer les élèves, c'est vrai, je me souviens très bien. Il y a des profs qui le font encore. C'est plus rare, mais on essaye de leur faire comprendre que, ok, on vous demande une attention maximale pendant 20, 30, 40 minutes. Mais au bout de ces 20, 30, 40 minutes, je vous promets une pause. Et une vraie pause, hein. Une pause où vous faites ce que vous voulez. Vous allez boire un café, fumer une cigarette, embrasser votre copain, votre copine, je m'en fous complètement. Vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui lisaient, il y en a qui faisaient autre chose. Mais pendant ces 5 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à travailler, vous avez le droit, mais ça vous risque et péril. Parce qu'après, vous n'aurez plus de pause. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Okay ? Donc, cette espèce de découpage, on l'a surtout fait pour les L3. Et c'est un des outils des Alpes, le timebox. Pour les L3, c'est utile parce que ça leur permet de structurer leur travail. Après, au fur et à mesure, on élimine ces éléments-là, on n'en a plus besoin. Mais au départ, c'était quelque chose qui était très intéressant. Comme vous voyez, les pauses, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Là, ici, on avait une élève qui lisait un chapitre de roman en 5 minutes. Et ça marchait très bien. Et donc, on les fait passer en mode binôme. Alors, j'ai mis binôme, mais en fait, c'est en groupe en général. Hein. Le passage en mode projet est donc un élément important et ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est là que vous allez avoir besoin d'une autre dimension, c'est la dimension équipe d'enseignement. Un enseignant, pour passer en mode Alpes, ne peut pas être seul. Je reviendrai dessus, c'est trop compliqué. Parce qu'il y a trop de changements potentiels. Il faut être capable d'avoir des gens qui vont critiquer ce qui est proposé. Et surtout, quand on est seul, il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas passer en mode agile. Donc, il faut essayer de travailler ensemble. Ça, c'est très important. La décomposition en user story, c'est un élément qui est très important aussi et qui n'est pas évident. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. C'est-à-dire l'idée que votre projet, je peux le décomposer en éléments plus simples
Et ces éléments simples sont raccrochés, alors attention dans les Alpes, c'est important, ils sont raccrochés à 3 éléments. Premièrement, c'est quelque chose que l'utilisateur souhaite faire. Et ça s'écrit toujours de la manière suivante. Je ne sais pas moi, le banquier souhaite réaliser une opération pour ses clients. C'est quelque chose de relativement simple. C'est quelque chose qui s'exprime en une phrase. Dans les Alpes, ce qu'on souhaite, c'est qu'en plus, elle soit associée à un objectif pédagogique. D'accord ? Par exemple, je reprends l'exemple du vélo. Alors, c'est un mauvais exemple, le vélo. On va reprendre l'histoire de gestion de base de données. Gestion de base de données. L'utilisateur souhaite créer un nouveau client dans sa base de données. L'objectif pédagogique, c'est je voudrais qu'il sache faire une requête et qu'il sache insérer une table, je ne sais pas, par exemple, dans ma base de données. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'important. Si jamais on est sur le CV en anglais, par exemple, c'est je vous rappelle, hein, je souhaite avoir votre CV. Donc, le recruteur souhaite avoir un CV de votre part. La user story, ça va être vous devez insérer vos expériences professionnelles. L'objectif pédagogique, c'est moi, ce que je voudrais en tant que professeur d'anglais, c'est qu'il sache exprimer son expérience professionnelle par rapport au savoir-faire des Anglais. Par exemple, par rapport aux Américains, puisque j'ai appris que les CV en Angleterre et aux États-Unis, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, c'est comme ça que ça peut être intéressant de faire ce genre de projet. Donc voilà, c'est ça que vous devez savoir faire. C'est à la fois un user story, c'est une action d'utilisateur, c'est un besoin utilisateur. En plus, c'est un objectif pédagogique. Et dans certains cas, ça va se raccrocher à ce que j'appellerais une fonctionnalité. C'est particulièrement vrai pour l'informatique. C'est-à-dire qu'on va associer ça à une fonctionnalité, par exemple, du logiciel, ou alors à une fonctionnalité de l'objet qu'on souhaite créer. Si vous êtes en mécanique, c'est pareil. Vous allez raccrocher ça à quelque chose de concret qui n'est pas exprimable autrement que sous forme de fonctionnalité. Donc, 3 éléments toujours. J'ai dit qu'elles étaient indépendantes. Ça veut dire quoi indépendante ? Ça veut dire qu'au maximum, il faut que l'élève, s'il a 4 user stories devant lui, il puisse choisir de commencer par la 4, ou par la 3, ou par la 2. Et qu'à la fin, toutes ces user stories se recomposent en un seul projet. L'idée, c'est que si jamais vous avez 4 groupes qui travaillent sur un projet commun, ils ont 12 user stories à faire, ils sont capables de prendre n'importe laquelle, et à la fin, ils sont tous d'accord, et ils remettent tout ensemble et ça fait un seul projet. Donc c'est très important. Et ça travaille directement sur la motivation des élèves, des étudiants. Puisque l'idée, c'est que comme ils sont maîtres de leur choix, c'est un élément de motivation. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur leur formation. Ils font ce qu'ils savent faire d'abord, et éventuellement, ils se gardent ce qui est difficile après. Ou au contraire, ils font ce qui est difficile, puis ils se gardent le facile pour la fin. Peu importe, en tout cas, c'est eux qui décident. Et vous leur avez donné les outils pour qu'ils puissent décider. À l'intérieur de ces user stories, on va décomposer en tâches. C'est-à-dire que là, on va retrouver un petit peu le découpage que vous aviez dans un TP classique. On va leur expliquer comment faire. Et ces tâches, ce sont des choses plus procédurières. On va leur expliquer comment il faut faire. Si vous voulez, par rapport à un gros problème scientifique, par exemple, vous allez dire le gros problème, c'est mon projet. À l'intérieur, j'ai des sous-problèmes, c'est mes user stories. Et à l'intérieur, j'ai des questions. Et les questions, c'est finalement les tâches. Vous voyez, c'est un peu la même idée. C'est plus facile. Elles n'ont pas besoin d'être indépendantes. Et puis, finalement, elles ressemblent à des choses relativement simples. C'est des choses très, très courtes. Ce qui est important aussi dans les user stories, c'est que les user stories soient à peu près de taille égale, si c'est possible. Parce que ça permet à l'élève de se dire, oui, ça, je sais à peu près combien de temps je vais mettre, ça aussi, puisque c'est à peu près la même taille, la même difficulté. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Pour revenir sur les rythmes, Ouais. avec 40 minutes, on gère les transitions entre les périodes d'action et les périodes de pause. Alors c'est très simple. Pour pas que ces périodes pour pas que les transitions s'éternisent. Alors elles ne peuvent pas s'éterniser. Parce que moi, enseignant, je suis rien du temps. Alors vous allez voir, en fait, je ne suis pas un enseignant, je suis un guide. Le guide, c'est celui qui décide à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment on repart. Et donc, c'est simple. J'ai dit, on est en classe inversée. Ça veut dire que je n'ai pas de support au tableau.
Les supports, ils sont disponibles avant ou pendant. En tout cas, ils y ont accès tout le temps. Donc moi, en tant qu'enseignant, la seule chose qui me sert ici, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire un timer. Quelque chose comme ça. Eh bien, c'est simple, c'est magique. Je relance le timer et mes élèves, ils ne traînent pas. Hein. Ils reviennent en cours. Le timer, c'est un truc qui les cadence. Et si c'est clairement expliqué, ça marche très bien. Et ils savent que si jamais ils ne sont pas là au début, ils ne rentrent pas dans la classe. Par contre, là, il faut être ferme. Il faut dire, tu peux rester dehors, mais tu restes dehors 25 minutes. C'est ton problème. Après, tu es grand. Enfin, moi, je pars du principe que les élèves, les étudiants, ils sont grands. Ils font ce qu'ils... Si, c'est leur rôle. Chez nous, ils sont obligés de venir en cours. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent rater 25 minutes, ils ratent 25 minutes. Et des fois, il y a des impondérables. Un coup de fil d'un recruteur, des choses qui arrivent. Et c'est tout, c'est comme ça. Après, ils pénalisent le groupe. Alors, il y a des zones entre la zone de travail et la zone de repos? Non, pas du tout. Il n'y a pas de zone. Non, ils sont... Alors, souvent, ils sortent quand il y a la pause de 5 minutes, en fait. Ils sortent juste parce qu'il y a la machine à café devant les salles, donc voilà. Mais c'est assez étonnant. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ils rentrent... Enfin, moi je suis assez étonné. Je dois dire que ça m'a vraiment surpris au début. Mais c'est quelque chose qu'ils aiment assez. En L3. En M1, en M2, ils n'aiment plus du tout. Hein. C'est quelque chose qui ne leur va pas du tout. Ils veulent se gérer eux-mêmes. Mais par contre, ils s'imposent eux-mêmes leur propre rythme. En M1, en M2, c'est eux qui définissent eux-mêmes leur temps de travail. C'est moi qui leur dis, vous définissez la durée de vos temps de travail. Par groupe. Donc c'est peut-être des temps de travail différents pour chaque groupe. Mais en L3, ce n'est pas possible. Si je fais ça, ils sont complètement perdus, ils n'y arrivent pas. Donc je leur donne un cadre. Et à partir de là, ils fonctionnent sur ce cadre. D'accord ? Encore une fois, je vous rappelle que c'est une boîte à outils. Donc on prend les outils. Il y en a qui prennent les timebox, il y en a qui ne les prennent pas. Il y en a qui travaillent en binôme, en groupe, il y en a qui travaillent en monôme. Ça arrive. Avec l'idée que de toute façon, chaque monôme va contribuer à la réussite du groupe en totalité. Nous, on fait ça, on parlait des classes inversées, donc on fait ça en matériaux sur 3 séances de 2 heures. Mais les séances de 2 heures, finalement, c'est eux qui gèrent leur pause, c'est eux qui gèrent finalement leur rythme. On a une cadence qu'on donne sur différents exercices la même, hein. C'est segmenté, mais par contre, l'aspect pause. Mais c'est encore une fois, on leur explique aussi l'histoire du fonctionnement, j'ai expliqué sur le cerveau. C'est juste pour leur donner un rythme de travail, s'imposer une certaine conduite. Et c'est vrai qu'après, on leur laisse plus de liberté. Donc c'est un choix qu'on a fait et qui plaît beaucoup à certains enseignants, beaucoup moins à d'autres, qui plaît beaucoup à certains élèves. En général, en L3, ça passe bien, même plutôt très bien. Et par contre, après, en M1, M2, c'est plus compliqué. Et là, on leur laisse plus de liberté. Il y a cette idée-là aussi que, vous allez voir, dans les Alpes, au début, on structure tout. En L3, on construit tout comme je vous ai expliqué là, c'est-à-dire le projet, les user stories, les tâches, le découpage en timebox, les autres outils, tout est structuré. En M1, ils connaissent la méthode, donc, parce qu'ils sont tous passés. Donc du coup, là, on leur laisse plus de choix. À partir de là, on va par exemple plus faire la timebox. On va supprimer, et c'est eux qui vont définir eux-mêmes leurs tâches. Et puis après, en M2, là, on leur donne un projet. Et ils doivent eux-mêmes construire les user stories, la façon de travailler, les éléments de communication entre les équipes. Voilà. Donc au fur et à mesure, en fonction des options, on leur donne plus ou moins de liberté par rapport à la méthode. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement de modifier l'enseignement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'apporter l'enseignement transversal, qui fait qu'un étudiant particulier dans les options informatiques, il sera parfaitement adapté à la gestion de projets agiles. Donc cette idée-là, elle rentre là aussi. On a différents niveaux. On sait que les Alpes en L1, c'est très très dur. Très dur. Ils ont vraiment des difficultés à se discipliner, à comprendre comment fonctionne l'approche, etc. Est-ce que tu as des éléments de taille sur les user stories? Parce qu'on sent bien que c'est pour l'avoir essayé de le pratiquer dans un propos la dernière fois, la difficulté, c'est vraiment l'indépendance des user stories et puis la taille un peu limite d'une user story. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus, puisqu'il faut quand même qu'il y ait du travail. En général, on considère qu'une user story, c'est quoi, 1 heure et demie de travail à peu près? C'est grosso modo de timebox. Ouais, alors il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça, il faut bien décorréler l'aspect timebox de l'aspect user story. C'est pas grave s'il s'arrête en plein milieu d'une user story.
c'est pas important. D'accord ? C'est eux qui définissent si c'est important ou pas, mais c'est leur temps de travail. Le fait d'utiliser cette idée de découpage, c'est simplement une structuration de leur travail. De leur temps de travail. Mais ce n'est pas pareil que la structuration du travail. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose que quand nous, on fait un travail. On va travailler sur une période donnée, mais on peut s'arrêter et reprendre après. C'est exactement la même idée. Il ne faut pas forcément qu'il y ait une corrélation entre la user story, le temps de travail pour le faire, et le Pomodoro. Ou un autre outil, dont je n'ai pas encore parlé, qui sont ces deux outils-là. C'est ceux que vous avez sur les tables. L'idée, donc on est en mode projet. Un projet, quand on va le concevoir, naturellement, il y a des étapes dans ce projet. D'accord ? Il va y avoir différentes étapes. Et traditionnellement, on a un peu tendance à penser BTP. Je m'explique. Dans un projet, on s'imagine souvent qu'il faut commencer par les fondations. Il faut d'abord établir un plan de travail. Après, il faut faire des fondations. Après, il faut faire les murs. Après, il faut faire le toit. Après, il faut faire les fenêtres. Après, il faut peindre, etc. Et on a tendance à décomposer les choses comme ça. L'idée des approches agiles, c'est justement de ne pas fonctionner comme ça. Donc l'exemple du BTP est particulièrement mal choisi, parce que construire un bâtiment en mode agile, ça ne va pas être facile. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus le cas, parce que vous voyez très bien que quand les gens déposent un permis de construire, il y a « Ah tiens, on veut changer ça. » Hop, on dépose. Hop, on redépose. Hop, on redépose. Ah bah écoutez, chaque fois que je suis dans une ville, je vois « Tiens, finalement, c'est pas la bonne couleur. Ah mais non, mais les fenêtres, finalement, on va changer de matériau. Ah oui, alors là, finalement, il y a une armoire EDF avec de l'amiante dedans, donc on est obligé de changer tout. » Enfin, à chaque fois, il y a des petites choses qui évoluent. Et c'est pour ça que des fois, il y a des chantiers qui prennent énormément de retard. Mais l'idée générale, c'est qu'il faut essayer de sortir de ce constat-là. Il faut essayer de construire un projet autrement. Et c'est tout l'intérêt des approches agiles, c'est-à-dire qu'on va regarder réellement à quoi va servir notre projet. Si je reprends l'exemple du vélo, je souhaite construire un vélo, j'ai besoin de construire un vélo. Au départ, on va se dire, pourquoi je veux construire un vélo ? Mon client, c'est qui ? C'est un enfant de 8 ans, il veut faire du vélo. On va aller interroger cet enfant de 8 ans et on va lui demander qu'est-ce qu'il veut faire avec son vélo. Moi d'abord, je veux rouler, sans petite roue, tiens. Ok. Tu veux rouler, et qu'est-ce que tu veux faire avec ? Je veux pouvoir changer de direction. Ah oui, c'est bien. Je veux pouvoir m'asseoir sur une selle. Ok. Je veux pouvoir freiner. Je veux pouvoir faire du vélo la nuit. Je veux pouvoir aller sur les chemins, pas que sur la route. Je veux pas que mon vélo il se casse la figure quand je descends du vélo et je puisse le poser comme ça, il tient. Et tout ça, je veux pouvoir avertir que je vais passer. Ça, c'est autant d'éléments qui peuvent se construire sur un vélo et dont on peut avoir besoin. Et au lieu de dire, je vais construire une sonnette, je vais faire une selle, je vais faire un guidon qui va tourner à droite à gauche, je vais mettre des freins, je vais mettre des roues, etc., on va plutôt penser par rapport aux besoins de l'utilisateur. Pourquoi je prends le vélo ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, mon utilisateur, il va dire, oui, mais moi, en fait, non, moi, j'ai 25 ans, là, je suis ingénieur, je vais au boulot. Mon vélo, il est bien, mais à chaque fois que j'arrive au boulot, je suis tout plein de transpiration, j'en ai marre, il y a la côte, elle me pompe l'air. Ok, c'est toujours un vélo, mais je peux mettre un moteur dedans. Donc je vais faire un vélo électrique. Et donc cette idée qu'on va améliorer, qu'on peut améliorer le produit final comme ça, c'est quelque chose qui est très utile. Et pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse dire, oui, mais avant de mettre le moteur, il faut que mon vélo roule. Ça veut dire que mettre le moteur, c'est un besoin utilisateur qui peut être séparée du reste. Et c'est pour ça qu'on veut qu'elle soit indépendante. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut qu'on arrive à décomposer notre livrable en autant de besoins utilisateurs, mais il faut que le premier livrable soit utilisable. Donc, mon premier livrable, c'est une draisienne, par exemple. Il y a 2 roues, un cadre. Voilà. Il va en ligne droite, il ne peut pas tourner, rien du tout. Il peut rouler. Hein. Il m'a demandé de rouler, il roule. Voilà. Et après, je rajoute des besoins utilisateurs les uns derrière les autres. Ça va ? Je pense qu'il faut le faire pour le comprendre. La user story, c'est, par exemple, je veux tourner à droite à gauche. Ça, c'est une user story. Je suis un utilisateur, je veux tourner à droite à gauche. Donc, cette user story, ça veut dire quoi en termes de conception ? Ça veut dire qu'il va falloir que je conçoive un guidon et que je le fixe sur le cadre avec un moyen de tourner.
Voilà. Tout ça. C'est une réponse. Voilà. Voilà. C'est vraiment une réponse à une demande. Et donc, quand on parle en projet... Pardon ? Avec là, malgré tout, tu retrouves un peu de règles de précédence parce que je veux pouvoir tourner sur un machin qui roule. Oui, mais le livrable initial, c'est... C'est le machin qui roule. Voilà. Je veux rouler. Le premier besoin utilisateur, c'est je veux rouler sur quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi pas, on peut mettre 3 roues, hein, on peut en mettre 2. S'interdire d'avoir des user stories qui vont avoir dans leurs prérequis le résultat Alors, des user stories. en particulier dans les Alpes, justement, l'indépendance, je l'ai dit, il faut essayer d'être indépendant. Ah ouais, Mais, essayer, vachement voilà. compliqué. Ça arrive, on peut y arriver, mais c'est pas toujours facile, effectivement. Ouais. Vas-y, vas-y. Oui, oui, le vélo, oui. Non, mais ça ne me gêne pas. Typiquement, la user story, je veux me signaler acoustiquement, et la user story, je veux les roues, par exemple, ne sont pas de même niveau. Enfin, il y en a une, c'est un truc de 5 minutes dans un coin, et l'autre, c'est peut-être plusieurs heures de boulot. Quoi. Ah, on peut c'est... pas séparer les roues du cadre, parce qu'on peut pas faire le cadre. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ouais, alors, par exemple... Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on peut très bien faire un moyen de signalisation indépendamment du vélo. Oui, mais pas les roues indépendamment du cadre. Si ? Si, je peux faire mes roues. D'ailleurs, je peux très bien faire une roue, mais sauf que la user story initiale, c'est je veux rouler. Donc là, effectivement, dans la user story, il y a une tâche qui est concevoir un cadre et il y a une tâche qui est concevoir des roues. Ouais. Derrière, le cadre pour ce vélo-là, c'est pas du tout le même que pour le VTT du coin. Donc on ne peut pas faire les roues indépendamment du cadre. Ou réciproquement. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si la user story, c'est je veux rouler sur quelque chose avec 2 roues, par exemple, et forcément, il faut faire un cadre et des roues. Et les roues et les cadres, ils sont ensemble, donc dans la même user story. Elles ne sont pas indépendantes. C'est ça la différence. Il faut placer l'indépendance au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a forcément un besoin utilisateur primaire dans un projet. Et c'est celui-là qu'il faut réussir à identifier, et c'est la base du projet. Par exemple, moi j'avais dans le projet, un projet de création de site web, le premier truc c'est mon utilisateur souhaite se connecter. Voilà. Je fais une page avec un truc de connexion, il se connecte. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais c'est le premier besoin. Et celui-là, il est initial. Et j'ai presque envie de dire, on pourrait se dire, bah oui, mais alors c'est le premier. Bah non, parce que je peux très bien faire la base de données d'un autre côté, je peux très bien faire la charte graphique là-bas au fond, etc. Et c'est ça qui va permettre à chacun de venir s'agréger autour d'un même projet. Il y a un truc qui est essentiel, par exemple. Tout à l'heure, on repart du vélo. Si jamais j'ai plusieurs équipes qui travaillent sur le vélo, il faut qu'ils communiquent beaucoup. Parce que s'ils ne communiquent pas beaucoup, comme on dit, il y en a un qui va concevoir les roues, le cadre, et il y en a un qui va concevoir des freins. Sauf que si les freins ne sont pas du tout adaptés aux roues et au cadre, ça ne va pas aller. Donc il va falloir qu'il y ait une communication maximum pour qu'effectivement ils puissent travailler chacun de leur côté, mais qu'à la fin, tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est un peu la même idée que quand on fait des documents. Si on fait des documents tous avec... il y en a un qui utilise Word, l'autre qui utilise OpenOffice, le troisième qui utilise un autre truc, quand il va falloir tout mettre ensemble, ça va être pénible. Donc on va spécifier comment on va travailler. Et ces spécifications de travail, c'est quelque chose qui reste essentiel. D'accord ? Je vais essayer d'avancer un peu quand même. Mais tout ça, c'est extrêmement important, hein, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est cette histoire de user story qui va donner justement toute la souplesse à la méthode. Et si... Alors, on peut donner plus ou moins d'indépendance entre elles, mais plus il y en a, mieux c'est. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Alors, le problème qu'on a souvent avec ce type de méthode, quand les élèves travaillent en mode projet, c'est qu'il faut suivre 5-6 tables qui travaillent en mode projet, et ce n'est pas évident. Donc l'idée, c'est qu'encore une fois, on va utiliser des outils agiles, et un des outils agiles qui est intéressant, ce sont les planning boards et les task boards, donc les tableaux de planification et les tableaux de tâches. Ici, on va structurer, vous voyez, il y a un S. Le S, en approche agile, c'est pour sprint. Un sprint, c'est une séquence de travail donnée. Vous voyez que c'est indépendant de ce que j'ai des timebox. Hein. Le sprint, c'est une séquence de travail. Pour moi, ça correspond à une séance de cours. Donc chez nous, les séances de cours font 4 heures, par exemple. Un sprint va être, à l'intérieur d'un sprint, on va mettre une ou plusieurs user stories. C'est une proposition, puisque je vous ai dit, ils peuvent changer de place.
D'accord? Mais par exemple, nous, souvent, on a une première user story qu'on appelle S0, qui est indispensable de faire au début, qui est, lisez les documents de cours. Ah oui, parce que si je leur explique pas qu'il faut lire les documents de cours, souvent, ils n'y pensent pas. Classe inversée, ça ne veut pas dire je les laisse dans la nature. Ça veut dire, attendez, vous allez lire les documents de cours, sinon on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est une tâche. Enfin, c'est une user story et vous allez la faire. Elle n'a pas le bon nom, elle ne devrait pas s'appeler comme ça, mais en tout cas, je l'appelle comme ça et souvent, c'est le cas. Ici, on va donc proposer, on va appeler ça plutôt une orchestration du cours. Ce n'est pas une planification, c'est une orchestration. Ça veut dire que je vous propose une partition de musique, mais vous pouvez l'adapter. D'accord? L'adaptation la plus fréquente, c'est un groupe d'élèves est très bon, et il arrive à faire 1, 2, 3, 4 en première séance. Ça arrive. Ou alors, ils ont du mal. Première séance, ils font la 1 et ils ne l'ont pas tout à fait fini en 2. D'accord? Donc souvent, en 6, on leur laisse du temps pour finir. C'est-à-dire qu'on va faire un découpage en user story sur les séances qui est pour un groupe moyen, avec des objectifs qu'on juge moyens. Et l'intérêt des approches agiles, c'est que si c'est un élève plus faible, ben comme il a un peu de temps à la fin, il va pouvoir finir. Si ce sont des élèves plus forts, je peux leur rajouter des user stories. Et c'est ça les approches agiles. Ah le client, finalement, il a besoin d'un moteur. Ah bah zut alors. Bon bah on va concevoir un moteur. C'est parti. C'est ça qu'il a demandé, j'y vais. D'où l'intérêt d'être un enseignant expert. C'est que vous êtes capable d'inventer des user stories. En général, l'enseignant expert est plutôt malin, donc il a tendance à avoir prévu des user stories à l'avance. D'accord ? Donc ce tableau-là, il est intéressant pour les élèves parce qu'il leur permet de voir comment va se passer le cours. Autre intérêt par rapport à la pédagogie, d'un seul coup d'œil, il a tout son travail. Il voit tout, il est capable de planifier, il est capable de regarder ce qu'il a à faire, il voit le projet dans son ensemble. C'est intéressant. Après, dans une séance, il prend une user story, et il le met ici, en haut de son taskboard. Dans son taskboard, dans la user story, vous vous rappelez, il y a des tâches. Il y a plein de petites tâches. Et les tâches, c'est plein de petits post-it. Et il va les mettre tous dans le to-do. Et puis, il va avancer. Quand il a fait une tâche, quand il est en train de faire une tâche, il la met dans doing. Quand il a fini une tâche, il la met dans done. Si jamais il a un problème, il la met dans help. Non, quand un élève a un problème, il lève la main. Mais je vais vous donner PowerPoint, sinon. Ben non, en fait, un élève, moi, je ne veux pas qu'il lève la main, je ne veux pas qu'il reste comme ça, à attendre que ça se passe pendant que les autres continuent à travailler. Non. Moi, ce que je veux, c'est qu'il travaille. Je vous ai rappelé, pendant 40 minutes, il bosse. Donc, quand il a un problème, il lève la main, il vérifie juste que l'enseignant le voit, et vous, enseignant, votre rôle, c'est de dire « je t'ai vu ». Il baisse la main, il prend son post-it, il met dans help, il en prend un autre. Et il avance. D'accord? L'enseignant fait le tour. Vous, en tant qu'enseignant, quand vous faites des Alpes, c'est une approche qui est basée sur des termes montagnards. Donc, vous allez marcher. Marcher, marcher partout. Vous allez être tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Et quand vous allez repérer un ou plusieurs post-it du même type dans Help, vous allez dire « Ah, stop, on s'arrête. On s'arrête. On vient tous autour de moi. Tiens, toi, tu as réussi à faire telle tâche dans telle user story. Est-ce que tu peux expliquer aux autres comment ça se passe ?» Ça s'appelle un dojo. Et le dojo, c'est un moment où on arrête tout et on se remet ensemble et on essaye de résoudre un problème tous ensemble. D'accord? Ça, c'est une technique qui est utilisée dans les approches agiles, qui peut être très intéressante, elle est utilisée dans d'autres. C'est l'idée que ce n'est pas moi, enseignant, qui vais donner la bonne parole, je vais essayer de faire participer tous les élèves qui sont capables d'avancer sur ce sujet-là. OK? Il y a un truc qui est très important aussi, c'est qu'un élève, quand il prend un groupe, quand il prenne un post-it et qu'il le mette dans Done, il y a un sentiment de satisfaction qui n'est pas négligeable. Sentiment de satisfaction que vous connaissez bien, puisque quand vous faites une liste de trucs à faire, souvent, vous voyez la liste, et vous faites « Ah, c'est bon ». D'accord? Eh bien, l'élève, il aime ça aussi. Il aime beaucoup quand on coche et que c'est cool. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on fait souvent des planning boards et des taskboards papier avec des post-it papier, parce que le geste de faire ça, c'est cool.
Et donc, si c'est cool, c'est bien pour mes élèves. Donc, voilà, j'essaye d'avancer comme ça. Quand il a fini tout ça, qu'il a tout mis dans Dawn, il prend tout son bazar, il remet tout sur sa user story, il la remet dans sa séance, mais à ce moment-là, il la remet dans la séance où il a fait la user story, et il passe à une autre. Pourquoi je dis à l'endroit où il l'a fait? Parce que comme ça, il voit très bien à quel moment il a fait les choses. D'accord? Et dans les Alpes, on évalue avec la même méthode que la méthode qu'on a utilisée pour enseigner. Ce qui fait que quand il aura la séance où il va faire un projet en mode agile, eh ben, il se souvient un petit peu de l'enchaînement dans lequel il a fait les choses. Il a même le droit d'avoir ses documents et de faire des photos de son planning board. Il a même le droit de l'avoir, en fait. D'accord? Alors, pour finir, parce que là, je suis bien en retard déjà sur ce que j'avais dit, c'est ça qui est cool. Une orchestration de comment on fait pour passer en mode agile. Alors, il y a deux méthodes dans les Alpes. La première, c'est tous les élèves font un projet commun. Tous les élèves font un projet commun. À ce moment-là, j'en ai pas trop parlé. On va décomposer les choses. Chaque élève va faire des user stories différentes et on va tout mettre en commun à la fin. C'est des choses qu'on fait plutôt en M1 ou en M2. En L3, ce qu'on fait, c'est que chaque groupe d'élèves a le même projet et qu'ils font en parallèle. D'accord? Ils ont la possibilité de s'aider, de communiquer, ils peuvent aller voir ce que font les autres, etc., etc. Je vous expliquerai pourquoi c'est important. Donc on est plutôt dans cette première approche en disant, voilà, je fais un projet et tous les groupes d'élèves vont faire le même projet et ils s'organisent un peu de la même manière. Au début, la première chose qu'on va faire, c'est on va commencer par réaliser et écrire les objectifs généraux du cours. Pourquoi je fais mon cours? Tout à l'heure, c'est ce que vous ferez. J'ai mis explorer, évaluer parce que vous allez, comme vous passez en mode inversé, soit vous avez les supports, soit vous ne les avez pas. Si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, il faut trouver des supports qui vont être adaptés à vos objectifs. Il va falloir les évaluer pour dire, bah oui, c'est bien, je vais m'appuyer sur ces supports-là. D'accord? Et puis potentiellement, mes objectifs du cours, c'était ici. Ici, mes objectifs généraux du cours, j'ai aussi besoin de savoir si effectivement c'est ça qu'on demande. Et c'est là que vous avez besoin de ne pas être tout seul. Parce que oui, est-ce que tu crois que mon élève, il a besoin de connaître le théorème de Navier-Stokes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va l'utiliser je sais pas moi, dans sa vie d'ingénieur? Est-ce qu'il a besoin de savoir faire, je sais pas, une insertion de base de données? Une insertion de table dans une base de données? Voilà. Est-ce que ça lui sert vraiment? C'est des questions qu'il faut se poser pour savoir si véritablement le cours sert pour un ingénieur. Ensuite, on va passer en mode projet. On a les objectifs généraux du cours. Ben moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de trouver un projet ou de comprendre ou d'imaginer un livrable qui peut être à réaliser par les élèves et qui va servir de base pour l'ensemble du cours. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile et il faut bien essayer de le concevoir. J'ai mis co-construire parce que vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes tout seul, ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai proposé en disant, à la suite de cette première après-midi, s'il y a des gens qui veulent avancer, ben nous, on est prêts. Enfin, moi, je suis prêt à travailler avec vous pour essayer justement de co-construire. Et avec d'autres enseignants, pourquoi pas aussi, hein, d'autres écoles. Ensuite, il y a une phase de recueil de documents. C'est là qu'on va justement faire ce recueil de documents par rapport à ce que vous avez, ce qui existe, et que vous allez chercher les documents qui vont être les bons par rapport à votre problème de classe inversée. Les bouquins, etc., etc. Ensuite, vous allez choisir les outils dans les Alpes. Donc là, il y a une liste d'outils. Les outils, c'est, je vous le rappelle, hein, il y a les timebox. Oui, non, est-ce que je les utilise? Est-ce que ça sert? Il y a le découpage en user story. Bon, en général, c'est là on le prend, sinon c'est un peu dommage. Mais voilà, est-ce que je vais utiliser vraiment mon planning board? Est-ce que je vais utiliser le task board? Est-ce que je vais utiliser d'autres outils que je vous présenterai? Est-ce que je vais faire des dojos? J'en sais rien, peut-être, oui, non, etc. Est-ce que j'ai besoin qu'à la fin d'un cours, il me fasse un compte-rendu du cours? Ça s'appelle un tweet backboard. Ça aussi, c'est un autre outil. Je ne les explique pas tous parce qu'il y en a plein. Mais le tweet backboard, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que je veux savoir ce qu'ils ont fait tous pendant leur séance. Voilà, il y a tout plein d'outils comme ça. On va regarder et on va les choisir. Donc, encore une fois, une phase de co-construction. Ensuite, on va définir les user stories en fonction des objectifs pédagogiques. Et ça, c'est la phase la plus complexe. Okay, c'est là qu'il faut vraiment travailler et qu'on est vraiment dans une phase, encore une fois, de co-construction. Souvent, ça bouge.
ça. Vous faites une première version, vous la jouez avec les élèves, vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous repassez. Il y a des enseignants qui font ce découpage et qui le font jouer à leurs collègues. En disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, on va regarder. Qu'est-ce que tu en penses? On découpe, fais-les dans l'ordre, regarde ce qui se passe. Est-ce que tu crois que c'est indépendant? Et si je fais celle-là, tu en penses quoi? Etc., etc. Une fois qu'on a fait les user stories, il faut définir les tâches à l'intérieur des user stories. Bon, ça va, c'est plutôt assez simple. Parce qu'en général, une fois qu'on a bien défini ces user stories, il faut juste recomposer, savoir comment on atteint son objectif. Ce n'est pas trop compliqué. Il y a une phase sur le dispositif, qui est l'orchestration des séances et des choix par rapport à l'évaluation. Comment vous allez évaluer vos élèves? Est-ce que vous les évaluez? Moi, je conseille en mode ALP, oui. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est trouver le temps, à quel moment, quelle séance, pourquoi faire, est-ce qu'ils sont encore en binôme, est-ce que, etc., etc., etc. Ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Ensuite, on a une phase de déploiement, évidemment, avec les étudiants. Et puis, il y a une évaluation du cours. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais évaluer son cours, c'est vraiment quelque chose d'important, en particulier là, parce qu'il y a des fois, ça ne fonctionne pas bien. Et il faut identifier pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en M2, les timebox, à la première utilisation, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. On les a supprimés. Pas grave. Pas un problème. D'accord? Et comme vous êtes en mode agile, vous êtes même capable de modifier votre cours en cours de route. C'est-à-dire de vous dire, ah, première séance, la timebox n'a pas du tout fonctionné, je zappe. C'est pas grave. Je leur dis, ça, on va l'enlever. D'accord? Il n'y a pas de problème, les élèves, ils comprennent. Hein. Au contraire, ils sont plutôt ravis là-dessus. Est-ce que ça va, ça? Alors, le problème, c'est que j'aurais dû l'imprimer, j'aurais dû vous le donner à part, mais je pense qu'on refera. Je le remettrai à la fin. Bon, alors, pourquoi ça marche bien tout ça? Je vais très vite. Donc ça fait partie des choses qu'on a évaluées. Ça marche bien parce que la progression, elle est adaptée. Puisque c'est eux qui font la progression au sein du projet, ils adaptent la progression par rapport à leurs besoins, et du coup, c'est quelque chose qui permet aussi à chacun d'aller à son rythme. Donc c'est plutôt une démarche qui est intéressante quand on a des élèves qui sont un peu hétérogènes. Une classe hétérogène, les élèves ne sont pas hétérogènes, la classe oui. Quand on a une classe hétérogène, c'est plutôt assez simple de gérer les choses. Le passage en mode projet, ça travaille sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on est sur une motivation des élèves par rapport à des besoins réels. Ils voient qu'on va aller vers un projet, qu'on n'est pas en train de faire un exercice. Donc ça, c'est intéressant aussi. On travaille sur la motivation puisqu'ils ont un certain contrôle sur la formation, ça je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ça évite les distractions, oui, parce qu'on leur permet d'avoir des périodes de distraction. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et on a accès à une mesure de progression, puisqu'ils le voient au travers du planning board et ils le voient par rapport au task board. Donc dans les deux cas, ils ont une mesure de leur progression à l'intérieur du cours. Il n'y a rien de plus désagréable pour un élève de voir un cours et de ne pas savoir où on va. Et quelquefois, on leur donne les objectifs pédagogiques, mais ils ne savent même pas où on se situe par rapport au cours. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer. Donc là, ici, c'est intéressant. Et en tout cas, c'est des choses qui sont plutôt positives. Alors, ça, c'est par rapport au vocabulaire. Quand on fait des ALP, on n'est pas enseignant, on est guide. Certains disent coach. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a un côté qui me déplaît un peu dans le coach, mais voilà. Le guide, ça me va bien parce que le guide, c'est quelqu'un qui va faire progresser le groupe, d'accord? Mais ce n'est pas lui qui progresse, quoique un peu, mais il progresse avec les étudiants, d'accord? Et c'est lui qui les emmène quelque part. Et ça, c'est une notion que je trouve intéressante. L'étudiant, il a plusieurs rôles. Au début, c'est un simple randonneur, c'est quelqu'un qui marche avec le guide, voilà. Puis il avance, il fait son petit machin. Des fois, il passe alpiniste, c'est-à-dire qu'il devient capable de faire des choses plus compliquées, voire même il peut expliquer aux autres comment on fait un certain nombre de choses. Et parfois, il devient même apprenti guide. Parce qu'on a vu des élèves chez nous prendre le rôle vraiment de guide à l'intérieur d'un groupe, ou même à l'intérieur d'une classe. Être capable d'aller guider les autres parce qu'il était en avance, parce qu'il avait compris, etc., etc. J'ai vu des élèves aussi, alors je prends un exemple, j'ai eu une élève qui était en génie civil, qui avait fait donc les ALP uniquement dans le système de gestion de base de données, qui est arrivée chez Colas à La Réunion, et la première chose qu'elle a fait pendant son stage, c'est un planning board et un task board. Son directeur de stage lui a dit « Non mais ce truc, on n'en veut pas ». Et bien aujourd'hui, vous pouvez aller chez Colas, ils utilisent tous des planning boards et des task boards. À La Réunion, hein. Pas déconner quand même.
Mais voilà, et c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'elle a réussi à modifier les pratiques de l'entreprise. Je ne suis pas un peu fier. Le groupe, je le vois vraiment comme une cordée. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde arrive à destination. Et s'il y en a un qui ne peut pas arriver à destination, c'est le groupe qui échoue. Échoue, c'est pas grave, des fois ça arrive, on n'arrive pas au bout. Mais par contre, il faut comprendre que chacun doit arriver ensemble au bout et on ne peut pas le laisser sur le côté, là, on dit bah, attends, laisse-nous là, on revient. Non, non, c'est pas possible. On avance tous ensemble. On fait 5 minutes de pause. Juste, je vous explique un dernier truc. Pourquoi j'appelle ça pourquoi on utilise vraiment les approches agiles? Et comment on leur fait comprendre l'intérêt de la chose? Quand on fait une séance en mode agile, le truc qui est intéressant, quand ils sont tous sur des projets en parallèle, donc c'est le même projet, tous les groupes en parallèle, à un moment donné, c'est vrai, il m'arrive de faire sauter les plombs du bâtiment, de la salle. Vous n'avez pas sauvé votre travail. Ben alors? Mais c'est pas grave, vous êtes en mode agile, vous allez savoir rebondir. Remettons le courant. Alors ça leur fait un petit électrochoc. Je fais ça au bout de une demi-heure, hein, parce que sinon, il me tape dessus. Deuxième chose. Ah mais alors en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que là, c'est pas possible. Je propose que chaque personne qui est à gauche aille avec le groupe qui est à sa droite. Ah mais non, mais je travaille avec lui. Non, tu changes. Ah mais et pendant une demi-heure, celui qui est en place va expliquer le projet à celui qui arrive. D'accord? Donc ça veut dire que si jamais il a, par exemple, codé n'importe comment, ou s'il n'a pas fait les bons documents, ou s'il n'a pas... Ben, ça ne marche pas. Il est obligé d'apprendre à communiquer, à expliquer comment fonctionne son projet. Mais c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. D'accord? En tout cas, dans les entreprises informatiques particulièrement, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres entreprises. Donc l'idée, c'est, vous avez un nouveau collaborateur, il arrive dans votre projet, il faut lui expliquer votre projet. Si vous n'avez pas fait les choses bien, bah, tant pis pour vous. Hein. D'accord? L'avantage aussi, c'est que ce nouveau collaborateur, lui, il n'a peut-être pas fait les mêmes choses, donc il est capable de vous apporter des trucs aussi. Et on avance ensemble comme ça. Et bien à la fin, on les refait dans l'autre sens. D'accord? Donc le but, c'est aussi de leur donner des exemples de ce que c'est que l'approche agile, une approche qui s'adapte. Dernier exemple, c'est le plus pervers, et on n'est pas fiers de nous, c'est à la 3e séance, bah on supprime 3 user stories et on les remplace par 3 autres. Ah bah zut, c'est celle que vous aviez faite, bah, c'est malin alors, hein. Bah, c'est la vie, donc on fait autrement. Tout ça pour vous dire que, à force, on arrive à faire modifier aussi la façon de fonctionner des étudiants pour qu'ils comprennent que bah, les choses ne sont pas tracées. Et leur vie, elle n'est pas comme ça, sur une feuille de papier. Et il faut que, des fois, ça fait ça. Il faut réussir à s'adapter. Voilà. Ce que je trouverais intéressant, c'est que vous vous mettiez par groupe de sujets communs. C'est-à-dire, il faut essayer de vous regrouper par... voilà, s'il peut y avoir un groupe matériaux, un groupe langue, peut-être 2 groupes langue parce que vous êtes nombreux, un groupe voilà, un petit peu transverse, il peut y avoir... c'est à vous de voir. Le projet étant, ça peut être autour de la coque de bateau, ça c'est le projet. Enfin, le projet, là tu as les objectifs du cours. Voilà. Mais essayez de penser à quelque chose d'un peu plus... Ça peut être un peu plus complexe. Hein. Ça peut être, Un entretien d'embauche, par exemple. un entretien d'embauche, c'est pas un livrable. C'est ça le problème.